quasi-totalité de la peau, donc jusqu'à 90%, avec tous les symptômes, tous les signes qui accompagnent l'érythrodermie. Mais ici encore, dans l'érythrodermie ichthyosiforme congénitale sèche, les lésions, les squames sont plus ou moins fines, contrairement à l'ichthyose lamellaire où vous avez de véritables écailles, donc très bien dessinées, très profondes, grisâtres, parfois même gris-sales, ce qui fait la différence entre l'ichthyose lamellaire et l'ichthyose, l'érythrodermie ichthyosiforme congénitale sèche. La prévalence ou l'incidence d'ailleurs n'est pas la même. Une naissance sur 300 000, ailleurs, ça peut être jusqu'à 250. En sachant que l'ichthyose en général, notamment vulgaire, elle vous a dit une naissance sur 250, donc c'est très fréquent. Quand on quitte, pour répondre à votre question, compléter, dans ces formes sévères, dans ces formes non syndromiques, il y a une forme qui est particulièrement sévère, c'est le fœtus harlequin, avec un pronostic vital engagé. Dans notre contexte de travail, c'était 100% de décès avant 3 semaines, quand vous les hospitalisez. Et quand vous interrogez, on vous dit, oui, effectivement, le premier enfant aussi né, c'est comme ça. Et ce qui se passe, vous avez un engainement profond de l'ensemble des téguments, avec quelquefois les oreilles qui sont collées au niveau du crâne, des bouchons cornés au niveau du conduit auditif externe, mais surtout des fissures ou ragades qui, comme on vous l'a montré, qui donnent l'impression d'avoir des tablettes de chocolat. C'est tellement profond. Et cette gaine, cet engainement au niveau cutané, mais la première conséquence, c'est de gêner l'ampliation thoracique. Avec l'enfant peut respirer, mais quand on respire, si on peut respirer normalement, et sinon, si la peau est engainée comme du ciment, mais ça ne passe pas, et ça fait un des signes qui emporte ces enfants, plus maintenant les risques d'infection, les risques de troubles hydroélectrolytiques, ce qui fait que avant la réanimation et la néonatologie, surtout dans les pays développés, même dans les pays développés, ils perdaient jusqu'à 30% des bébés harlequins. Maintenant, on récupère des bébés harlequins, mais encore dans notre contexte, je pense que le pourcentage de survie est encore relativement faible. Ça, c'est le côté non syndromique que vous devez connaître. L'ichthyose syndromique, c'est ichthyose syndromique, il y a une liste extraordinaire d'ichthyose syndromique avec des signes, retenez les plus fréquentes. C'est ichthyose syndromique avec atteinte pilaire, ichthyose syndromique avec atteinte neurologique. Mais le pédiatre est confronté à ces types d'ichthyose, notamment le syndrome de Netterton. Mais de temps en temps, vous envoyez, je pense qu'il y a même des thèses ou une thèse sur le syndrome de Netterton. Je pense que c'est le professeur qui a la retraite, mon camarade de promotion, le professeur Salih Diouf, si c'est sur le syndrome de Netterton, mais il y a eu des cas décrits. Le pédiatre doit connaître le syndrome de Netterton à cause des manifestations pédiatriques, la diarrhée, retard statural et l'érythrodermie, donc qui intéresse cet enfant, mais surtout les troubles de la croissance. Quand vous avez un bébé qui est rouge, recouvert de sang, avec retard de la croissance, diarrhée à n'en plus finir, vous liez tout ça, tous ces signes. Alors oui, comme dans le cadre des malnutritions sévères, mais attention, ce n'est pas tout. Il faut regarder aussi le cuir chevelu pour voir. Et s'il y a un doute, vous demandez l'avis du dermatologue. On enlève une tour de cheveux où vous avez une vingtaine de cheveux, vous regardez à la lumière, vous voyez ces modifications au niveau de sa tige avec cet aspect soufflé, cet aspect en bambou que vous avez sur la tige pilaire. Plus maintenant, le fait que ce syndrome de Netterton rentre dans le contexte des déficits immunitaires primitifs avec des GE qui sont relativement élevés, des surinfections à n'en plus finir. Aujourd'hui, ils vont faire une pneumopathie bactérienne. Demain, c'est un sepsis. Après-demain, à la longue, ces enfants risquent de disparaître, de décéder très tôt. Deuxième forme clinique ou de syndrome d'ichthyose syndromique, c'est le syndrome de Jørgen-Larsen. Heureusement qu'elle est beaucoup plus rare, elle est relativement rare que les autres formes cliniques. Mais là aussi, c'est pareil. C'est à chaque fois que vous avez une ichthyose chez un enfant avec des signes neurologiques, il faut faire le lien tout de suite. Essayez de faire le lien, mais c'est possible que ce ne soit pas quelque chose de dissocié. Et en ce moment-là, vous tombez dans ces syndromes où vous allez voir ichthyose avec diplégie, quadriplégie, retard mental. Ces enfants peuvent être observés par des pédiatres, neurologues, et en ce moment-là, vous faites le diagnostic du syndrome de Jørgen-Larsen, plus maintenant les autres syndromes, le Refsum, le Chedick, etc., le Kidd syndrome, tous ces
toutes ces formes cliniques. Il n'a pas tout décrit parce qu'on n'aurait pas le temps. Et en plus, ça ne fait que vous embrouiller. Le reste, vous le retrouvez dans la littérature, mais au moins, à votre niveau, vous avez ces objectifs, au moins, de retenir certaines de ces formes. Maintenant, le plus important, c'est la prise en charge. Comment gérer une ichthyose? Elle a dit tout à l'heure, avant, bilan complet, échographie, etc., pour même des familles qui n'ont pas les moyens. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ichthyose simple, émollient. Quand ça agace les parents, l'enfant n'est pas agacé parce que ça ne gratte pas, il n'y a aucun symptôme. Mais dans certaines formes sévères, il faut les prendre en charge. Comment les prendre en charge? Quel type d'émollient il faut utiliser? On ne peut pas mettre n'importe quoi sur la peau du bébé. D'abord, le rapport poids-taille, surface corporelle fait que vous avez une absorption inversement proportionnelle par rapport à la surface corporelle, et certains produits sont toxiques. Vous mettez de l'acide salicylé chez un nouveau-né, dont la surface corporelle n'est pas importante, vous avez un pourcentage d'absorption très important, mais qu'est-ce que vous allez avoir comme conséquence? Des signes d'acidose métabolique, parce que vous avez une hypersalicylémie, et vous avez un pH acide, et vous vous retrouvez avec des manifestations de type diabète acidocétosique. Ce n'est pas un diabète acidocétosique, c'est vous qui avez créé cette acidose métabolique en mettant de l'aspirine, donc de la vanille salicylée à 10%, à 5% sur la surface. Et vous avez dit, qu'est-ce qu'il faut faire? De l'urée, oui, ça peut être intéressant. C'est un émollient, donc on utilise des émollients et des kératolytiques. Parce que certaines de ces ichthyoses aussi, non seulement il y a une prolifération et une rétention, mais il y a une dislocation de la cellule kératinocytaire. Il faut les prendre en charge. Donc, il faut des émollients, il faut des kératolytiques, il faut des anti-inflammatoires, non inflammatoires, des anti-inflammatoires, non stéroïdiens, pas du tout, mais dermocorticoïdes. Parce que, plus maintenant, le fait, dans certaines circonstances, de calmer la douleur parce que les enfants peuvent souffrir. C'est le traitement symptomatique. Plus la gestion des troubles hydroélectrolytiques, l'hygiène, l'environnement qui est sain et surtout qui est plus ou moins stérile, et plus le fait de veiller sur l'hydratation, c'est très important au niveau de ces enfants. Il ne s'agit pas de, comme on le fait dans notre milieu, quand l'enfant a des problèmes, on le met dans une chambre qu'on ferme, on met 3 pagnes, notamment des pagnes Ndiago, mais l'enfant va se retrouver avec une hyperthermie, il va mourir parce qu'il ne transpire plus. Donc il faut tenir compte de tout ça. Quel type d'antiseptique il faut utiliser? Il a pu dire la chlorhexidine. Il y a certains antiseptiques qui n'ont aucune utilité. Bon, on continue à le mettre. L'éosine, ce n'est pas un bon antiseptique. Il n'est pas puissant et puis il fait que salir. Mais on nous a dit, qu'est-ce qu'il faut comme antiseptique? Quelle dilution on peut faire et à quel rythme il faut le faire? Quelle urée qu'on doit faire? Pas de moins de 10% d'urée. Surtout quand on doit lutter sur une grande surface. Et en dehors de ce traitement local, traitement par voie générale, oui, ça peut être intéressant. Les rétinoïdes per-os, avec aussi, il faut tenir compte du poids et de la surface corporelle. En dehors des rétinoïdes, la vitamine D3, donc le calcipotriol, qui peut être surtout topique. Quand on le fait et qu'on le gère avec les autres collègues, parce que l'ectropion, ce n'est pas nous, c'est aux ophtalmos, on les envoie, parce que les yeux sont ouverts tout le temps, risque d'avoir une kératite, les mouches vont se, les brindilles vont, donc il faudra